Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à mes lectures. Émission un peu particulière pour plein de raisons différentes. Déjà on est au mois de février, du coup le mois était un peu court, mais ça ne m'a pas empêché de pas mal lire, même plus que d'habitude, puisque du coup il y a eu tous les achats d'Angoulême, suite au vlog ce que je vous ai montré. Du coup j'ai beaucoup lu, tout ce que je dois vous présenter est là, voilà, donc voilà tout ce qu'il va y avoir au programme cette semaine. Mais comme je pars pour la Japan Tour pratiquement plus de la moitié de la semaine, je vais pas avoir beaucoup le temps de faire de montage. Du coup, pour cette émission, exceptionnellement, il n'y aura pas les petits résumés avec ma voix en fond, avec l'image qui défile. Voilà, il y aura juste ma tête en train de vous parler du livre, exceptionnellement pour ce mois-ci. Du coup, on est parti parce qu'il y a de quoi faire. On commence avec ce que tout le monde attend, bien évidemment, ce que j'attends moi-même tous les 2 mois, les 4 volumes de l'abonnement de Kingdom. Oh la vache, oh la vache, oh Kingdom, oh Kingdom, oh mon petit cœur, ah vraiment, je crois qu'avec Blue Giant, c'est les 2 séries qui vraiment me font le plus vibrer à chaque fois, et contrairement à Blue Giant où c'est un volume tous les 2 mois et après faut attendre, là Kingdom c'est 4 volumes à chaque fois. Je me suis fait un petit dimanche après-midi, les 4 volumes de Kingdom, je me suis régalé. À chaque fois que je me dis que bon voilà, voilà, l'épicness va finir par se calmer, il va y avoir un seuil. Bah non en fait, non, non, pas du tout. À chaque fois c'est encore plus démentiel. Et ce qu'on nous avait laissé, c'est difficile en fait d'en parler maintenant au volume, on est presque au volume 14, donc ça commence à être difficile d'en parler sans spoiler ceux qui n'ont toujours pas commencé ou qui sont au début. Mais je vais essayer de faire en sorte de pas le faire, puisque vraiment Kingdom, faut que vous le découvriez, c'est une dinguerie monumentale. C'est... À chaque fin de volume, j'avais envie de lire la suite, jusqu'à temps d'arriver au 14, et de me dire que il y a plus de volume après, il faut attendre putain. Et voilà. Lisez Kingdom en fait, lisez Kingdom parce que vraiment, rien qu'avec les 14 premiers volumes, je me dis que c'est de la dinguerie, et à chaque fois... Voilà, il y a toujours ceux qui lisent les scans, c'est un peu comme moi quand je lis, en tant que fan de One Piece en fait, et quand quelqu'un me dit qu'il est juste à l'animé, ou qui ne lit que le rythme français avec les volumes de chez Glénat. Mais t'es pas prêt mec, t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver, parce que vraiment, là dans les tomes ce que t'es en train de lire c'est ouf, mais nous en scan on est encore plus loin. Mais je me dis que si c'est pareil avec Kingdom, c'est totalement dingue. Et pour le volume suivant, on reste chez Meian avec le premier volume de Egrégor. Alors déjà, merci Meian, puisque j'ai reçu le service de presse, vous pouvez aller voir la photo sur Instagram, service de presse très cool, j'en avais beaucoup entendu parler de ce Egrégor, alors j'ai noté les noms ici parce que je peux pas m'en souvenir, voilà, Jay Scar au scénario, qui est un gars inconnu, en tout cas j'ai pas trouvé d'historique particulier sur internet, et au dessin on a Kim Jae-Wan, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas le monsieur est au dessin, et il a pas mal bossé notamment sur les mangas de Warcraft. Donc le dessin est vraiment cool. Il y a un petit truc particulier je trouve avec ce dessin qui est vraiment très agréable. Ça change un peu du style purement japonais qu'on pourrait avoir, donc c'est très intéressant. Pour ce qui est du scénario, un peu plus mitigé parce que en fait, soit on nous en montre trop, soit on nous en montre pas assez, puisqu'il va y avoir un truc avec 4 héros qui ont chacun des aptitudes particulières. Et ils vont être toute l'histoire en fait de base, donc que je vous introduise un peu le contexte d'ailleurs, puisque je vous fais pas les mini-résumés, ça m'arrange en fait, parce que les deux séries qui commencent dans cette... Enfin, les 2 numéros 1 que je vous présente dans cette émission, mais sont un délire à résumer, c'est un casse-tête. Pour Egrégor, en fait, il y a des entités qui sont appelées les faucheurs, et qui mènent des moissons sanglantes, totalement au hasard, c'est-à-dire qu'ils rasent des villages entiers en tuant tout le monde, mais de... Enfin voilà, c'est pas genre on tue tout le monde, genre clac, vous mourrez, c'est genre on vous nique à coups de faux. Voilà, c'est on vous décapite, c'est le truc horrible, vraiment ultra sanglant. Et les humains ont trouvé pour se protéger les égides, donc les égides qui sont des chevaliers entraînés, qui ont des sortes de pouvoirs particuliers, et il y a un égide par village qui protège. Donc bien évidemment, on a un héros qui vit dans un de ces villages, qui va être attaqué par les faucheurs, sauf qu'il va y avoir plein de révélations, plein de choses, qui vont conduire, je vous spoil moyennement ce premier volume, mais vous allez voir, c'est pas hyper important, parce que, en fait, c'est que les 4 personnages qu'on va suivre, en fait, sont séparés pour aller chacun s'entraîner de leur côté à la fin du premier volume. Sauf que ça m'amène à la principale critique de ce premier volume de Egrégor, c'est que, en fait, toutes ces révélations, on en a rien à foutre. C'est pour ça que je dis qu'on en a trop ou pas assez, parce que
on a trop de révélations sur des personnages qu'on connaît pas, donc on n'a pas eu le temps de faire monter le mystère en fait. On vient juste de les découvrir, et genre 2 chapitres plus tard, on nous dit « Ah oui, mais en fait, toi tes parents ils sont ça, toi ta famille ils étaient tel truc, toi t'as certaines aptitudes. » On s'en fout. Concrètement, on s'en fout. Ça a l'air d'être vraiment cool, parce que l'univers, par contre, l'univers, je pense, ne demande qu'à être développé. Vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment très intéressant. Mais sur les mystères, il y en a trop, ou alors on nous en explique pas assez vraiment du coup de ce qui se passe pour vraiment bien capter ce qui arrive. C'est pour ça. D'où cette critique. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce premier volume est là juste pour justifier cette séparation à la fin, alors qu'en soi on aurait directement pu commencer par les personnages déjà séparés et revenir en fait sous forme de flashback. Après c'est le choix de l'auteur hein, bien entendu, mais voilà. Après Grégor, si ce n'est on va dire ce défaut, comme du coup ce premier volume sert juste à introduire ça, bah, j'ai quand même très envie de voir le volume 2 pour savoir ce que va faire l'auteur, et je pense que l'histoire va réellement commencer au volume 2, donc j'attends ça avec impatience. La deuxième nouveauté de cette émission, grosse attente, Beastars de Paru Itagaki. Oh là là, Beastars de chez Ki-hoon, oh là là, ça avait été annoncé comme un des gros titres de l'année, que ce soit de Ki-hoon ou du manga en général en France, et je dois avouer que je m'en foutais. Dans le sens où ça m'avait pas... En fait, j'avais rien regardé sur la série, en fait. Je savais que Beastars devait arriver, Plasmo m'en avait d'ailleurs parlé, mais j'avais pas lu le premier chapitre, rien. J'ai attendu Angoulême pour me les prendre, j'ai d'ailleurs malheureusement raté l'auteur pour une dédicace. J'avoue que j'avais un peu le seum, du coup. Mais, voilà, j'en attendais rien, et... waouh. Waouh. Très gros hit en puissance, à mon avis, Beastars. Déjà, visuellement, c'est un délire. Visuellement, le découpage est totalement fou. Les dessins, les dessins me rappellent un peu Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, parce que je sais qu'il y en a qui vont tiquer. Mais dans le sens où des fois on a des crayonnés, vraiment genre juste le minimum syndical. Et d'autres fois, on a des trucs ultra réalistes, ultra flippants. Le crayonné en plus a un sens. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en seulement 2 volumes, l'autrice, je préfère dire auteur avec un E, je trouve que c'est moins barbare. Et je trouve que l'auteur arrive à installer une ambiance directement. Dès le départ, on est dans le truc. Une ambiance un peu pesante, un peu angoissante avec cet univers, avec des personnages du coup, et qui sont anthropomorphes. Alors oui, de quoi ça parle également? Encore une fois, c'est difficile, parce que Ki-hoon a bien fait un résumé ici. D'ailleurs, vous voyez le pavé du résumé. Et je pense que c'est difficile de faire plus court. D'autant que quand j'ai lu ce résumé, finalement, les 2 premiers volumes nous expliquent pas tant de choses que ça par rapport à ce qu'on nous dit dans le résumé. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lycée, il y a des étudiants anthropomorphes, donc des animaux qui se comportent comme des humains, et d'un côté, il y a tous les animaux herbivores, et de tous les autres, les carnivores. Et en fait, il y a l'air d'avoir quelque chose autour de la rivalité, enfin de la peur des herbis par rapport aux carnis, puisque les carnivores mangent des herbivores dans la nature. Donc il y a toujours cette peur un peu qu'ont les herbivores, d'autant que la plupart des herbivores sont des animaux plus frêles et plus fragiles que les carnivores. Et en plus, ça commence avec le meurtre d'un herbivore. Voilà, un des élèves herbivores est retrouvé mort. On soupçonne un carni, mais personne ne sait vraiment qui c'est, et ça tourne autour de ça. Et donc le héros, qui est le loup qu'on voit ici, est justement plus ou moins un coupable désigné. En tout cas, c'est ce que l'auteur essaye de nous faire croire. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, hein. Je peux pas vous spoiler puisque moi-même je ne suis pas au courant. Et c'est totalement dingue. L'univers est ouf. Je regarde pour rien oublier, mais tous les thèmes que du coup cette opposition carni-herbivore par rapport à la discrimination, à la peur de l'autre, ça a l'air d'être fou. Et même parce qu'on a d'autres élèves plus âgés qui mettent des manipulations pour être populaires, parce que c'est ça le titre justement, Beastars. Le Beastars, c'est l'élève qui est élu élève le plus populaire, voilà, un petit peu le chef du lycée. Et le Beastars, en fait, un titre qui va lui permettre d'influencer considérablement les autres élèves. D'ailleurs, je trouve que juste par rapport à ces 2 volumes, le titre Beastars, pour l'instant, est pas forcément très, très évocateur. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. Parce que vraiment, le découpage, mais ça m'a frappé, même pour du manga. Il y en a dans tous les sens, et c'est pas une critique négative quand je dis ça, c'est que c'est complètement surprenant, je trouve. C'est super frais à lire, c'est génial. Vraiment, c'est ce qui m'a bluffé en premier, cet aspect visuel, que ce soit le découpage et le dessin lui-même.
Et de toute façon, je peux pas en dire plus parce que je trouve que juste faire une review comme ça dans les lectures ne fait vraiment pas honneur à Beastars. Ça, ce manga méritera vraiment qu'on s'y attarde, qu'on s'y penche dessus, qu'on essaye d'analyser ça quand tu auras presque une dizaine de volumes. Parce que c'est dingue. Vraiment, je l'annonce, hein, mais c'est le coup de cœur de cette émission, c'est Beastars. Mais enchaînons quand même, puisque si Beastars est un coup de cœur, il y a quand même du très lourd à côté, avec le 5e volume de Reine d'Égypte. Enfin, le 5e volume de Reine d'Égypte, j'en pouvais plus d'attendre, j'en pouvais plus. Faut savoir que Kiyun adapte ça en direct, c'est-à-dire qu'au Japon, ils sont tome 5 également. On les suit au cul en fait, le dernier tome qui sort au Japon sort pratiquement avec un délai très court par rapport en France, donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup, inévitablement, ça rend l'attente très longue. J'adore Reine d'Égypte. Purée, j'adore Reine d'Égypte. La critique pas du tout objective pour commencer, mais je trouve ça génial. On continue d'avoir des jeux de pouvoir entre la reine, entre le nouveau pharaon qui est son fils. On développe beaucoup la fille également de la reine, du coup, de Hatshepsut, qui est l'héroïne, qui devient d'ailleurs de plus en plus terrifiante, je trouve, dans les manipulations qu'elle met en place. C'est un régal. Et je me régale parce qu'il y a aussi beaucoup de faits réels qui sont bien entendu romancés. Voilà, pour rendre ça, pour qu'il y ait une histoire vraiment qu'on puisse suivre, mais grosso modo, il y a une grande majorité de faits réels et qui sont inspirés de faits, puisque l'auteur s'est énormément documenté avant de faire ça. Et je me régale, je me régale. Depuis le premier volume, de toute façon, Reine d'Égypte est un coup de cœur. Si c'est pas encore fait, je vous conseillerais bien de vous y mettre aussi, d'autant que le rythme du coup de parution est très lent. Il y a 5 volumes, vous voyez, les autres sont derrière moi. Ah, vous les voyez pas, ils sont hors champ, mais ils sont juste derrière moi. 5 volumes, l'édition. Ça, c'est pareil, voilà. Ça, c'est le genre d'édition, déjà, avant même d'avoir lu l'histoire. C'est le genre de bouquin, c'est le genre d'édition qui dit, voilà, juste parce que l'édition est chouette, ça me donne envie de m'y mettre. Et en plus, la jaquette est un peu granuleuse. C'est pas juste tout lisse, donc vraiment, c'est un très très beau livre. Je vous conseille Reine d'Égypte. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, du coup. Ça suit son cours. Et voilà, je kiffe trop Reine d'Égypte, donc allez-y. Et donc pour terminer la partie manga, puisqu'après on s'attaque à du comics, My Hero Academia Illegals Vigilante volume 5. J'avoue avoir été un peu déçu par le tome 4. Le tome 5 nous montre en fait à quoi servait l'histoire qui pouvait sembler très random dans le tome 4. Bon, elle reste malgré tout un peu random quand même. C'est l'occasion de mettre en avant Fat Gum, c'est plutôt cool. D'ailleurs, l'auteur Horikoshi le dit, remercie l'auteur de Illegals pour ça. La grosse nouveauté de ce tome, ça va être que Knuckle Duster est absent du volume pratiquement, pour justement développer de Crawler, d'attaquant. C'est assez cool. C'est assez cool, ça permet de développer donc le héros, ça nous annonce quelque chose de plutôt intéressant pour la suite. Mais j'avoue que l'absence de Knuckle Duster, du coup, ça enlève un petit charme quand même, puisque c'est l'un des principaux attraits de ce spin-off, le Batman de l'univers de MHA. Donc, j'attends de voir ce 6ème volume. En tout cas, ce volume 5 m'a quand même plus intéressé que le volume 4 que j'avais trouvé un peu plus faible que le reste de la série. Et on attaque donc les comics avec du Star Wars, le 2e volume de Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Je vous avais déjà parlé du volume 1 il y a un petit moment déjà, l'émission n'était pas encore en format mensuel, parce que il y a eu pas mal de temps entre les deux volumes, et le volume 2 est déjà sorti depuis pas mal de temps il me semble aussi. Voilà, j'ai profité d'Angoulême pour l'acheter. J'avais adoré la première série qui était juste appelée Dark Vador, qui se passait entre l'épisode 4 et 5. Ça suivait la recherche de Dark Vador sur qui était le pilote qui avait détruit l'étoile noire. Et là, ça se passe juste après l'épisode 3. Donc on a un Dark Vador, un jeune Dark Vador, qui doit poser ses balls pour dire qui il est en fait, parce que dans l'Empire s'organise, avec à la tête l'Empereur. Il y a tous les agents, tous les officiers de l'Empire qui étaient pour beaucoup avant dans la République. Et il voit ce mec-là débarquer, personne ne sait vraiment qui c'est, et donc tout le monde n'a pas forcément envie de lui obéir, d'autant que maintenant il est chef du programme Inquisiteur, avec le Grand Inquisiteur qui est plus ou moins son bras droit, on va dire, qui est le méchant de la première saison de Star Wars Rebelle. Et il y a ce Dark Vador qui est là et qui tout le monde sait pas trop qui il est. Ça fait un peu écho, je trouve, à la place qu'il pouvait avoir dans l'épisode 4, puisqu'on sentait que dans l'épisode 4, voilà, Lucas avait pas totalement défini Dark Vador comme le second de l'Empereur, mais plus comme un des hommes de main. Là voilà, c'est plus carré, et on sent justement qu'on explique comment il va devenir cet homme de main, enfin ce second plutôt.
Et donc on a un Dark Vador très violent, mais on ressent encore le côté Anakin. C'est très plaisant, très vraiment super histoire de Star Wars. Si vraiment il y a si vous avez envie en fait de vous mettre à ce nouvel univers Star Wars étendu en comics, je vous conseille vraiment les 2 séries Dark Vador qui sont excellentes. Puis bon, Dark Vador, j'ai envie de dire, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus que Dark Vador? Parce que au scénario, c'est quand même Charles Soule qui a travaillé sur Letter 44, 44, voilà. Régalez-vous de mon accent British. Et au dessin, on a Giuseppe Camuncoli qui a pas mal bossé sur Superior Spider-Man. Donc c'est un régal, vraiment. Je vous recommande cette série Dark Vador. Et on enchaîne directement avec Thrawn, un autre comics Star Wars. Ce comics, c'est un one-shot qui est en fait l'adaptation d'un roman déjà existant. C'est donc le nom de l'auteur d'ailleurs, c'est Jody Houser, il me semble, l'auteur. Et c'est dessiné par Luke Ross. Alors, je suis un peu moins fan des dessins, à comparer par exemple avec Dark Vador. Et le problème, c'est qu'on sent un peu trop on sent un peu trop le côté adaptation roman, puisqu'il y a énormément de texte. Et c'est pas forcément le texte qui est gênant, parce qu'il y a beaucoup de BD où il y a beaucoup de présence de narrateurs. Ce qui me gêne surtout, c'est que du coup, on nous bombarde d'informations, de plein de noms de personnages, de lieux, de trucs, qui pour la première fois, on entend pour la première fois, là où par exemple, pour un Vador, on va avoir du Tarkin, des agents comme ça, donc Tarkin, tout de suite, ça nous parle, donc on le retient facilement. Là, c'est quasiment que du neuf dans ce comics Thrawn. Je dois avouer que pour en vraiment profiter, faudrait que je le relise une seconde fois. Après, c'est quand même très cool, puisque Thrawn, pareil qu'on voit dans Star Wars Rebels saison 3 cette fois, et saison 4 également, et qui était l'un des plus célèbres personnages de l'ancien univers étendu, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup, c'est très sympa, ce personnage est vraiment cool. Il était un régal dans Star Wars Rebels, et ce comic, ça lui fait plutôt honneur, mais voilà, à choisir, je préfère quand même Dark Vador. Et enfin, on termine cette émission avec du très lourd, le dernier volume, le volume 4 de I Hate Fairyland de Skottie Young. Et oui, ça y est, la série se termine après 4 volumes, I Hate Fairyland se conclut, l'histoire de Gert, voilà, s'achève. Voilà, je pourrais trouver d'autres synonymes, mais franchement ça fait chier, je pense que vous voulez connaître mon avis. Super série, vraiment super série, I Hate Fairyland, une fin un peu rushée quand même, d'autant que ce volume, en fait, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. En fait, tout ce que vous voyez là n'est pas concrètement à lire. Voilà, grosso modo, on est à peu près sur du 50-50. J'exagère un peu plus, mais tout le reste, il y a une histoire bonus où Skottie Young se met en scène, et il y en a une, et après tout le reste, c'est énormément de bonus. Donc, merci Urban. C'est vraiment cool tous ces bonus, mais du coup, l'histoire se conclut très rapidement. Un peu trop, du coup, je trouve. Mais vraiment, Skottie Young, c'est génial. Si vous voulez lire du comics indépendant, je vous oriente vraiment là-dessus. Parce que déjà, il n'y a que 4 volumes, c'est fini. C'est super fun. Skottie Young, au dessin, se régale. Même dans le scénario, du coup. Je sais que Deadpool est très à la mode, mais honnêtement, à choisir entre Gert et Deadpool, mais... Gert. Voilà, Gert. Deadpool, Gert. C'est vraiment décalé, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire des fois avec Deadpool. C'est vraiment cool. C'est gore, mais par rapport au dessin, voilà, c'est du cartoon gore. Du coup, il n'y a pas de censure en fait, parce que c'est tellement mignon les dessins que le gore jure totalement et que c'est pas suffisamment réaliste pour que ça soit censurable. Du coup, c'est trop cool. C'est un vrai défouloir. Et c'est surtout des bonnes barres en fait. C'est surtout de très bonnes barres à Hate Fairyland, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors, j'ai pas été payé ou quoi que ce soit, j'ai rien reçu d'Urban pour vous dire ça, mais je sais qu'en ce moment, je crois qu'il y a les 2 premiers volumes pour 20€. Voilà. Honnêtement, ça vous fait ensuite les 2 autres à acheter pour à peu près 50 balles. Alors, je sais que c'est une somme, hein, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 4 volumes d'un coup. Pour environ 50 balles, vous vous en sortez avec les 4 tomes. Franchement, je trouve que c'est raisonnable, surtout pour la qualité d'édition et de série. Donc, voilà. Si vous avez un doute, je vous invite à feuilleter ça, renseignez-vous, mais I Hate Fairyland, dommage que ça se termine. Mais je préfère que ça se termine plutôt qu'on continue et que ça soit pas très intéressant, voilà. Au final, dans cette émission, bien évidemment, le coup de cœur, c'est Beastars de Paru Itagaki. Reine d'Égypte est également de retour, ça fait très plaisir. I Hate Fairyland se termine, mais avec une fin plutôt cool, bien qu'un peu rush. Après, au niveau du Star Wars, 2 bons comics Star Wars, même si je trouve Dark Vador vraiment au-dessus. Un tome 5 de MHA qui
Illegals qui m'a convaincu un peu plus que le quatrième qui était un peu plus faible, mais j'attends encore de voir ce que ça va donner vraiment sur le tome 6. Kingdom, j'ai envie de dire Kingdom, voilà. On est plus sur du coup de cœur parce qu'on est rendu au volume 14, donc faut laisser la place à d'autres coups de cœur, mais je pense que Kingdom va clairement, et je pense est déjà une de mes séries préférées du moment. Et Gregor, assez intéressant, mais j'attends vraiment de voir le tome 2 pour voir ce que ça peut donner concrètement. Vous commencez à avoir l'habitude, je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur tout ce que je viens de vous présenter. Si vous les avez pas lus, n'hésitez pas non plus à poser des questions s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez envie de commencer. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me conseiller des séries, comics, mangas, des one-shots, de préférence courts pour que ça soit pas trop difficile à rattraper, parce que sinon c'est la merde. Genre, voilà, il y a High Shield 21 par exemple, j'ai envie de le commencer, mais bon, plus de 30 volumes, honnêtement c'est tendu, voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et salut à tous.